Pour protéger sa fiancée, il s'est jeté face au canon du pistolet et y a laissé son intimité d'homme. Elle ne lui a rendu visite qu'une seule fois à l'hôpital. Elle a dit qu'elle n'arrivait plus à le voir comme ça. Mais quand il est réapparu un an plus tard, à la télévision nationale, le pays tout entier a retenu son souffle. Chloé, sa voix était à peine un murmure. Léo était allongé, fragile, entouré de fils et de machines. Un grand pansement recouvrait le bas de son corps. Il tremblait légèrement. Ses yeux suppliaient. Chloé se tenait debout, immobile, au bord du lit. Elle a croisé les bras, a pris une profonde inspiration. Je ne peux pas, Léo. Ce que je vois là, ce n'est plus toi. Il a tenté de se redresser, a gémi de douleur. J'ai fait ça pour toi. Elle a détourné le regard. Et c'est justement pour ça, a-t-elle murmuré, comme pour clore la discussion. Silence. Un infirmier, passant derrière elle, a surpris la scène. Il a baissé les yeux, gêné. Chloé s'est retournée sans même l'effleurer. Prends soin de toi, d'accord? Et elle est partie. La porte s'est refermée dans un claquement sec. Le moniteur cardiaque s'est mis à accélérer. Léo a agrippé le drap avec force, la mâchoire serrée, le regard vide. Dehors, Chloé traversait le couloir sans un regard en arrière. Elle est passée devant une chaise où Lucas, son meilleur ami, attendait. Leurs regards se sont croisés une fraction de seconde. Chloé a continué son chemin sans un mot. Lucas a hésité et n'est pas entré. Léo restait immobile. Elle est partie, a demandé une infirmière à voix basse de l'autre côté du rideau. Oui, a répondu un aide-soignant d'un ton plein de pitié. L'infirmière s'est approchée du lit. Vous voulez un verre d'eau? Il a secoué la tête, le regard toujours fixé sur la porte close. Lentement, il a tourné son visage vers le plafond. Les lumières froides de la néonate se reflétaient dans ses yeux, sans y faire naître la moindre étincelle. Ses mains se sont desserrées, elles sont retombées, inertes, sur le drap. La caméra s'élève doucement. Sa respiration ralentit. La porte reste fermée. Noir, des gyrophares bleus déchirent la nuit. Une détonation résonne. Sirène, une place déserte. Le bruit sourd d'un corps qui s'effondre, 2 mois plus tôt. Il n'y a rien au monde que je ne ferai pas pour toi, Chloé, disait Léo, son casque de scooter à la main, son uniforme d'entreprise trempé de sueur. Vraiment? Même si tu devais, je sais pas, perdre une partie de ton corps? Elle a ri, adossée au comptoir d'un stand de gaufres. Ça dépend de quelle partie, non? A-t-elle ajouté en riant. N'importe laquelle, je te le jure. Chloé l'a pris en photo alors qu'il faisait une mine sérieuse. Idiot, tu dois encore me porter dans tes bras jusqu'à l'hôtel. Tu te souviens? Seulement si la robe n'est pas trop lourde, a-t-il répondu, en lui tendant sa gaufre au chocolat. Elle l'a prise à 2 mains, posant son front contre le sien. C'était la fin de l'après-midi, sur la place centrale du quartier. Le ciel se teintait d'orange, des couples sur les bancs publics, des rires d'enfants près des balançoires. La vie semblait n'être qu'une promesse de paix. Chloé venait d'une famille plus traditionnelle, de la classe moyenne supérieure. Fille d'un médecin réputé dans la ville, elle était étudiante en médecine à la fac. Léo, lui, vivait dans un quartier plus populaire, partageant un appartement avec sa mère et son jeune frère. Depuis ses 14 ans, il enchaînait les petits boulots, livreur, magasinier, manœuvre. Ces 3 dernières années, il était livreur à scooter. Mais ce qu'il gagnait suffisait à peine à aider sa mère pour le loyer et à soutenir sa copine quand elle avait besoin de livres ou d'un pass de transport. « Tu seras une médecin incroyable », lui avait-il dit un jour, en utilisant sa carte pour payer une formation en ligne qu'elle voulait suivre. « Et toi, tu seras mon mari », avait-elle répondu, en l'embrassant au coin des lèvres. Malgré leurs différences, ils semblaient complices. Mais pour certains, cet amour paraissait déséquilibré. « Tu crois vraiment qu'elle restera avec toi quand elle aura son diplôme ?» avait demandé Lucas, un peu ivre, lors d'un barbecue entre amis. Léo avait ri. « Rester ? Elle est avec moi depuis l'époque où elle prenait le bus et étudiait le soir pour ses examens. » Justement, Lucas a bu une gorgée de bière. « Fais-moi confiance. Les gens changent. Et vite. » Léo était resté silencieux. Puis il a simplement dit « J'ai confiance en elle. Trop de confiance. C'est le début de la chute, mon pote. » a marmonné Lucas en s'éloignant. « J'ai oublié mon sac sur le banc, » a dit Chloé.
Vas-y, je t'attends ici, a répondu Léo, appuyé sur son scooter. C'était un samedi soir, la chaleur était encore lourde, il était presque 22 heures. La place se vidait. Chloé a marché jusqu'au banc en pierre, à une trentaine de mètres. Elle a récupéré son sac, mais au moment de se retourner, « Hé, princesse, file le sac et le portable », a dit une voix rauque, deux types encagoulés. L'un d'eux tenait une arme. L'autre a commencé à tirer sur la lanière du sac. Chloé a hurlé. « Non ! T'es sourde ou quoi? Donne ça tout de suite. » Léo accourait déjà. « Lâchez-la !» a-t-il crié. Le premier agresseur s'est tourné, a pointé l'arme. Léo n'a pas ralenti. Il a couru, a poussé Chloé sur le côté. Le coup est parti, sec, précis. Bang! Léo s'est écroulé sur le côté, grognant de douleur, les mains pressant son jean déjà maculé de sang. Les voleurs se sont enfuis. Chloé s'est précipitée vers lui, en état de choc. « Léo! Léo! Réponds-moi! Aide-moi !» a-t-il soufflé, les dents serrées. « À l'aide! J'ai besoin d'aide !» a-t-elle hurlé dans la rue déserte. La caméra s'élève, sirène au loin. Des lumières rouges et bleues lacèrent la nuit. La mère de Léo était assise dans le couloir, la tête basse. Chloé faisait les 100 pas. « Madame, le chirurgien est apparu. » La mère s'est levée. Chloé s'est approchée. « Il est vivant ?» a demandé la mère. « Oui, mais la balle a touché de plein fouet la partie inférieure du pelvis. Nous avons dû procéder à une chirurgie très agressive. »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» a demandé Chloé, le cœur battant à tout rompre. Le médecin les a regardés, a marqué une pause, a inspiré. Léo a complètement perdu son organe génital. Silence. Chloé a cligné des yeux, comme si elle n'avait pas compris. Comment ça, perdu ? Littéralement, l'hémorragie était massive. Nous avons dû retirer ce qu'il restait pour lui sauver la vie. Il est en vie parce qu'il a été pris en charge rapidement. Mais la reconstruction sera difficile, longue et complexe. La mère de Léo pleurait en silence. Chloé, elle, restait figée, comme incapable de traiter l'information. 2 jours plus tard, Léo se réveille pour la première fois, le visage encore gonflé, les yeux rouges, la voix faible. Chloé, elle lui prend la main avec hésitation, lui caresse le visage, force un sourire. « Qu'est-ce qui m'est arrivé ?» demande-t-il. Elle hésite. « Les médecins t'ont sauvé, Léo. Tu vas t'en sortir. » Il baisse les yeux vers son corps, puis la regarde. « Mais je suis toujours un homme ?» Elle se fige, puis avec une boule dans la gorge, « Tu l'es. Bien sûr que tu l'es. Cette nuit-là, elle a dormi sur un banc dans le couloir. Le lendemain matin, elle est partie et n'est jamais revenue. 15 jours plus tard, Léo sort de l'hôpital. Chloé n'est pas là. Lucas le ramène. Silence de plomb dans la voiture. Aucun des deux ne dit un mot. En arrivant chez lui, sa mère a tout préparé avec soin. Mais il est entré sans un mot, et est allé directement dans sa chambre, a verrouillé la porte. Dans le miroir, il a vu le reflet de son corps, maintenant mutilé. Pour la première fois, il s'est autorisé à pleurer. 2 semaines plus tard, Lucas lui rend visite. « Chloé ne te mérite pas, mec. Elle a été lâche. Elle a été honnête, » dit Léo d'un ton sec. « Et tu vas faire quoi maintenant ?» Léo regarde l'horizon par la fenêtre. « Je suis encore là, non ?» Lucas ne répond pas. Mais à l'intérieur de Léo, quelque chose commence à bouger. Léo allume le vieil ordinateur hérité de son père, ouvre le navigateur. Il tape « Reconstruction pénienne après traumatisme par arme à feu ». Il commence à lire « Images médicales, témoignages, pages en anglais, technique avec prothèse, chirurgie coûtant des dizaines de milliers d'euros ». Mais un onglet attire son attention. Un homme amputé raconte son histoire en vidéo et touche des millions de gens. Il lance la vidéo. Une vidéo simple, caméra tremblante, un homme au regard déterminé. Je pensais avoir perdu ma masculinité, mais j'ai découvert que ma voix, c'était tout ce qu'il me restait. Léo met la vidéo en pause, fixe l'écran pendant quelques secondes, ferme les yeux, respire. Il active la webcam et commence à enregistrer. « Salut, je m'appelle Léo. Il déglutit, fixant sa propre image sur l'écran. « J'enregistre ça pour personne,
ou pour tout le monde? Je sais pas. L'écran de l'ordinateur portable illumine son visage dans la chambre sombre. Son élocution est tachée, ses mains tremblent. J'ai pris une balle, en essayant de protéger quelqu'un que j'aimais. J'ai survécu, mais j'ai perdu ce que tout le monde appelle être un homme. Littéralement. Silence. Mais je respire encore, et je suis là. Alors peut-être qu'il y a encore quelque chose en moi qui en vaut la peine. Il sauvegarde la vidéo, la poste, ferme l'ordinateur, et s'attend à ce que le monde l'ignore. Mais il se réveille avec 1236 notifications. Des extraits de sa vidéo circulent dans des groupes de personnes amputées, des forums de rééducation, des pages de psychologie. Un kinésithérapeute militaire commente « Je n'ai jamais vu quelqu'un parler de ça avec autant de courage. » Une jeune femme amputée écrit « J'ai pleuré. Pour la première fois, je me suis sentie moins seule. » À l'hôpital, Élise, une kiné, regarde la vidéo, les yeux humides. Elle prend son téléphone. Appelle. « Léo, c'est Élise. Je me suis occupé de vous en post-opératoire. »« Je me souviens, » répond-il sans enthousiasme. « J'ai vu votre vidéo. »« Ah, ça devient viral ?» dit-il avec sarcasme. « Ça change des vies, y compris la mienne. » Pause. « Vous avez un moment cette semaine. Je voudrais vous montrer un projet. » Au centre de rééducation fonctionnelle, Élise lui présente une salle remplie d'équipements. Cet endroit, c'est pour ceux qui ont survécu, mais qui ne savent plus comment vivre. Léo observe les fauteuils roulants, les orthèses, les barres parallèles. Certains patients sont silencieux, d'autres sourient. « Et pourquoi vous m'avez amené ici ?» Élise répond sans hésiter. « Parce que vous avez plus à offrir que vous ne l'imaginez. » Pendant ce temps, Lucas regarde la vidéo de Léo sur son téléphone. Il est au restaurant avec Chloé. « Tu as vu ça ?» demande-t-il en montrant l'écran. Chloé se contente de lever les yeux au ciel. Il devrait essayer d'aller de l'avant, en silence. Mais bien sûr, il fallait qu'il se donne en spectacle. Lucas range son téléphone, mal à l'aise. « Il t'a sauvé la vie, Chloé. Et maintenant, il se vend comme un martyr. Il n'est pas le seul à avoir perdu quelque chose. » Lucas fait mine d'être d'accord, mais son regard trahit son malaise. Au centre, Léo discute avec un adolescent de 15 ans qui a perdu sa jambe dans un accident de bus. « Tout le monde me regarde différemment maintenant. Comme si j'étais défectueux, » dit le garçon. Léo sourit pour la première fois sans douleur. Ils ne savent juste pas où regarder, mais c'est leur problème, pas le tien. Plus tard, Élise tend une enveloppe à Léo. Qu'est-ce que c'est? Un résumé des techniques chirurgicales de reconstruction. Certaines sont bien plus abordables que vous ne le pensez. Avec votre vidéo, beaucoup de gens ont proposé leur aide. Il ouvre l'enveloppe, des photos, des articles, des lettres de soutien. Une équipe de production américaine veut vous parler d'un documentaire. Léo ferme les yeux, inspire profondément, puis la regarde. Pourquoi? Parce que vous êtes devenu un symbole de courage, et vous ne vous en êtes même pas rendu compte. Flashback. Léo, enfant, aidant sa mère à pousser un chariot de marché dans une côte. Un jour, je serai quelqu'un, maman. Tu l'es déjà, mon fils. Même si personne ne le voit. Retour au présent. Il prend son téléphone. Compose un ancien numéro. Messagerie vocale. Chloé, je voulais juste te dire que je ne te déteste pas, mais je n'ai plus besoin de toi pour continuer. Il raccroche. En fin de journée, Léo monte sur une petite estrade. Dans la salle, des patients et leurs familles écoutent. Élise observe en retrait. Il prend le micro, parle lentement. Pendant longtemps, j'ai cru que ma vie était terminée. J'ai cru que personne ne me verrait plus comme un homme, comme un être humain, comme une personne complète. Mais j'ai découvert quelque chose. Pause. Ce qu'on m'a pris ne définit pas ce que je peux encore construire. Quelques applaudissements discrets. Certains sont émus. Élise sourit. Pendant ce temps, Lucas voit une publication avec 1 million de vues. Léo est en photo, souriant. Chloé lit par-dessus son épaule. C'est drôle comme les gens aiment les histoires tristes qui finissent bien. Commente-t-elle, acide. Lucas ne répond pas. Mais pour la première fois, il sent qu'il a peut-être misé sur le mauvais cheval, 15 jours après sa prise de parole au centre. Léo tenait son téléphone de la main gauche. L'autre était dans une attelle de rééducation. Le téléphone sonnait, jusqu'à tomber à nouveau sur la messagerie.
Il a raccroché, a pris une profonde inspiration, a envoyé un court message. On peut parler sans reproche, juste une conversation. Il a fixé l'écran, attendant de voir les petits points apparaître. Rien. Le lendemain, Lucas est arrivé sans prévenir. J'ai entendu dire que tu devenais une célébrité. T'es même passé dans le journal local. Il s'est assis sur le canapé, affalé comme à son habitude. Léo était assis en silence, massant sa jambe avec un rouleau. La rééducation était douloureuse, lente et solitaire. « Ça avance ?» a répondu Léo. « Et Chloé, tu as pu lui parler ?» « J'ai essayé. »« Et ?» ?»« Rien. » Lucas a trifouillé son téléphone, a ouvert Instagram, a montré l'écran. Chloé postait des stories avec des légendes comme « Nouvelle vie » et « Je le mérite ». Sur l'une d'elles, elle était avec Lucas, en train de déjeuner. « C'était hier ?» a demandé Léo en regardant le téléphone. « Ouais, mais c'était un hasard. Je l'ai croisée dans un restaurant. Je ne savais même pas qu'elle serait là. » Lucas a détourné le regard. Léo n'a rien dit. Mais la première pièce du puzzle a commencé à se mettre en place. Cette nuit-là, Léo a décidé d'écrire une lettre. Elle n'était pas longue, elle n'était pas romantique, elle était vraie. « Chloé, je sais que tu ne veux probablement plus entendre ma voix, mais si par hasard tu ouvres cette enveloppe, je veux juste te dire merci. Merci d'avoir été là jusqu'où tu as pu, et désolé si à un moment donné, je t'ai fait porter plus que tu ne le devais. Je t'ai aimé, et d'une certaine manière, je t'aime peut-être encore. Mais aujourd'hui, j'apprends à m'aimer moi-même aussi, et ça, c'est déjà énorme. » Il a imprimé la lettre, l'a pliée avec soin, l'a mise dans une enveloppe Kraft. Il est sorti de chez lui, pour la première fois sans l'aide de sa mère ni d'une canne. Le taxi s'est arrêté devant l'immeuble où Chloé habitait maintenant. « Vous pouvez attendre juste 2 minutes, bien sûr. » Léo est descendu. D'un pas lent, il a franchi le portail. L'interphone était numérique. Il a composé le numéro de l'appartement. A sonné. Silence. Il a sonné de nouveau. Une voix a répondu. « Allô ? Chloé, c'est moi. » Pause. « Léo, je suis juste venu déposer une lettre. Rien de plus. Je n'ai demandé aucune lettre. Je sais. Mais j'ai quand même voulu te l'apporter. D'accord. Laisse-la au concierge. Chloé, s'il te plaît, ne m'oblige pas à descendre. La communication s'est coupée. » Il est resté là 10 secondes de plus. Le concierge l'observait de loin. Léo s'est dirigé vers la loge, a tendu la lettre. « Vous pouvez la lui donner et si elle n'en veut pas, vous pouvez la jeter. » Il a tourné les talons lentement, est remonté dans le taxi, a jeté un dernier regard vers l'immeuble. Rien. Le lendemain matin, la lettre est revenue, dans une nouvelle enveloppe blanche. Sans même l'ouvrir, il savait. C'était écrit au stylo bleu. « Je ne veux plus regarder en arrière. Je te souhaite le meilleur, mais continue ta vie. Chloé. » Au centre, Léo est arrivé en silence. Élise a remarqué son regard plus sombre. « Elle a répondu ?» a-t-elle demandé sans détour. Elle a répondu. Et ça a fait mal? Moins que ce que je pensais. Elle a arrêté ce qu'elle faisait. S'est assise à côté de lui. Parfois, le silence en dit plus que n'importe quelle réponse. Mais cette fois, tu méritais une réponse. Je voulais juste qu'elle voie que je ne suis pas en colère. Mais elle l'est. Comment ça? Elle est en colère parce que tu n'as pas sombré, parce que tu t'es relevé, et ça perturbe ceux qui sont partis. Léo est retourné sur son ordinateur cette nuit-là, a revu sa vidéo, a relu les anciens commentaires, mais cette fois, il ne s'est pas caché. Il en a enregistré une deuxième. Certains pensent que perdre quelque chose, c'est devenir moins. Moins homme, moins digne, moins aimé. Mais perdre, parfois, c'est juste faire de la place pour recommencer. Il l'a mise en ligne. La vidéo a explosé en 24 heures, plus de 500 000 vues, interviews, invitations, partages par des influenceurs, et un commentaire en particulier: « Ma fille a survécu à un cancer rare. Nous avons regardé votre vidéo ensemble. Pour la première fois depuis des mois, elle a souri. Merci. » 2 jours plus tard, Lucas appelle. « T'es célèbre, hein? Je suis vivant. Chloé l'a vu. Elle m'a envoyé une capture d'écran. » Léo a simplement répondu par un son approbateur. « Bon à savoir. » Pause. « T'es bizarre, Léo.
Je ne suis pas bizarre, je me suis juste réveillé. Lucas est resté silencieux. Bref, je voulais juste te dire que je suis là si tu as besoin. Merci. La nuit, Léo passe devant le miroir. Regarde son propre reflet. La cicatrice sous son ventre semblait moins une blessure et plus un rappel. Il l'a touché légèrement, a souri, un vrai sourire, pour la première fois. Le lendemain, Élise l'attendait avec une nouvelle. Le centre a noué un partenariat avec une clinique de prothèses à Paris. Ils veulent évaluer votre cas. C'est un processus long, mais possible. Et des gens sont prêts à aider avec les coûts. À cause des vidéos? À cause de votre courage. Léo est resté silencieux un instant. Et vous? Pourquoi vous m'aidez autant? Parce que je sais aussi ce que c'est de tout perdre et de devoir continuer quand même. Il l'a regardé dans les yeux. N'a plus posé de questions. Fin de journée. Léo marche seul jusqu'au petit café où il avait l'habitude d'aller avec Chloé. Commande un expresso. S'assoit à leur table habituelle. Un couple occupe la table d'à côté. La jeune femme rit aux éclats. Le garçon lui tient la main. Léo observe simplement, sans envie, sans douleur. La tasse arrive, il la prend à deux mains, ferme les yeux, inspire profondément. Là, seul, mais entier, il commence, vraiment, à vivre à nouveau. La boîte de réception de Léo n'arrêtait pas de se remplir. Email, messages, invitations. Une émission de télévision matinale voulait l'interviewer en direct. Une marque de vêtements adaptés voulait qu'il devienne leur ambassadeur. Une psychologue l'a invité à un podcast sur la masculinité. Mais l'invitation qui a fait hésiter Léo venait d'un jeune producteur, direct et sans détour. On veut raconter ton histoire dans un mini-documentaire pour YouTube. Quelque chose d'intime, de brut, de réel. Ça te dit ? Léo a mis 3 jours à répondre. Dans sa chambre, l'ordinateur portable ouvert, les mains moites. Mais à la fin, il a répondu par un seul mot. D'accord. 2 semaines plus tard, des caméras ont été installées au centre. Léo est arrivé tôt. Élise était là, comme toujours. Prêt? Je ne crois pas. Elle a souri. Et pourtant, tu es venu. Le producteur a ajusté les micros. Le caméraman a cadré le visage de Léo. Prenez votre temps, a dit le réalisateur. Derrière l'objectif, lumière rouge allumée. Je m'appelle Léo. J'ai pris une balle. J'ai sauvé la vie de la femme que j'aimais. J'ai perdu quelque chose que beaucoup de gens considèrent comme ce qui définit un homme. Il a regardé droit dans la caméra. Mais aujourd'hui, je réalise que j'ai peut-être gagné quelque chose de plus grand. L'enregistrement a duré 2 heures, entre les pauses, les larmes, les silences. À la fin, l'équipe s'est levée en silence. Ce n'était pas de la pitié, c'était du respect. 3 jours plus tard, la vidéo a été mise en ligne avec le titre « J'ai perdu ce qui faisait de moi un homme. J'ai découvert qui je suis ». En 24 heures, 340 000 vues. En 48 heures, 980 000. Tendance nationale. Léo et Élise ont regardé ensemble, assis au centre. « Tu as parlé avec le cœur », a-t-elle dit, sans quitter l'écran des yeux. « Et ça a fait mal », a-t-il répondu, sans sourire. Mais le succès a aussi attiré le côté sombre d'Internet. Dans les commentaires, maintenant, tous les handicapés veulent devenir influenceurs. Imagine te marier avec ce type. Aucune utilité. Sauver sa meuf et se retrouver sans quéquette? MDRR fin de carrière. Le coup le plus dur est venu d'une vidéo humoristique virale. Un YouTuber avec des millions d'abonnés a fait une parodie moqueuse. Voici Léo. Il a pris une balle dans la bite. Il est devenu coach en émotion et maintenant il veut te vendre de la motivation sans zizi. Le public riait. La miniature de la vidéo montrait une poupée mutilée avec la légende « Héros ou pigeon ». Léo a regardé la vidéo assis chez lui, la télé éteinte en arrière-plan. À chaque blague, il ne riait pas. Mais il ne l'éteignait pas non plus. À la fin, il a pris une profonde inspiration, a appuyé sur le bouton pause, a fixé l'image figée de son visage, déformée par le montage. Il a pris son téléphone, a ouvert Instagram. Parmi des milliers de commentaires, il a cliqué sur un message privé marqué comme urgent. C'était d'un jeune homme nommé Philippe, 22 ans. Il écrivait « Mec, je t'ai vu dans la vidéo de l'humoriste.
J'ai ri au début, mais après j'ai arrêté, parce que je me suis souvenu que mon frère, amputé, a tenté de se suicider il y a 2 mois, et s'il t'avait vu avant, peut-être qu'il serait encore là. Merci de ne pas avoir abandonné, même avec tous ces gens qui se moquent. Léo a laissé tomber le téléphone sur ses genoux, et resté là, en silence. Le lendemain, il est retourné au centre. Il est entré dans la salle où se trouvaient les jeunes en rééducation, et monté sur une petite estrade. Tout le monde a arrêté de parler. Je voudrais dire quelque chose. Le silence s'est fait. Quand vous décidez de vous montrer entièrement, vous devez comprendre que certaines personnes vont rire, mais il y en a d'autres qui vont enfin pouvoir respirer, parce que vous leur avez montré qu'il est encore possible de continuer. Silence. L'un des plus jeunes garçons a levé la main. Et comment on fait pour ne pas se soucier de ce qu'ils disent? Léo a regardé le garçon. Tu t'en soucies, mais tu continues. C'est tout. Plus tard, Élise l'a emmené dans une salle vide du centre. Il y a quelque chose que tu dois voir. Elle a allumé le projecteur. Sur le mur est apparue une réunion vidéo. C'était avec un groupe de soutien international pour les hommes victimes de traumatismes génitaux, civils et militaires. Ils ont vu ton documentaire. Ils veulent que tu participes à un événement en ligne avec d'autres victimes et des spécialistes. Pourquoi? Parce que personne en France n'avait eu le courage de parler comme tu l'as fait. Léo a dégluti. Et s'ils se moquent encore plus, alors moque-toi avec eux, mais continue. Lucas a appelé cette nuit-là. Mec, tu as vu l'ampleur que ça prend? La vidéo de l'humoriste a 5 millions de vues. J'ai vu. Tu veux que je le contacte? Je peux lui demander de la supprimer. Non, non, laisse. Il y aura toujours des gens pour rire, même de leur propre père malade. Ça en dit plus sur eux que sur moi. Lucas est resté muet quelques secondes. Chloé m'a dit que tu allais loin. Chloé te parle encore? De temps en temps. Mais c'est juste de l'amitié, d'accord. Léo? Oui, tu es plus un homme maintenant que beaucoup de mecs entiers que je connais. Léo a mis du temps à répondre. J'essaie juste d'être entier à l'intérieur. C'est tout. Cette nuit-là, Léo a fait une autre vidéo. Si vous riez de ma douleur, c'est votre droit. Mais souvenez-vous que peut-être, demain, vous vous réveillerez sans ce que vous pensez être ce qui fait de vous quelqu'un. Pause. Et quand ça arrivera, je serai là aussi. Pas pour rire, mais pour vous tendre la main. Il l'a posté et s'est endormi en paix. Le lendemain, il s'est réveillé avec une invitation inattendue. Une université renommée voulait qu'il donne une conférence sur la résilience et l'image corporelle. À la fin de l'email, cette phrase « Votre parole a sauvé plus de vies que vous ne l'imaginez ». Et ça, Léo, personne ne pourra vous l'enlever. Alors, tu vas vraiment parler à l'université? A demandé Élise, en lui tendant une brochure avec le nom de l'événement. Reconfigurer les corps, réécrire les identités. Léo a lu le titre en silence. J'ai toujours l'impression qu'il parle de quelqu'un d'autre. C'est peut-être parce que tu n'as pas encore vu qui tu es devenu. Il a fixé l'image sur la brochure, une silhouette masculine incomplète, dessinée avec des lignes flottantes. Je ne suis pas ça. Bien sûr que non, m'a-t-elle dit, mais tu n'es plus non plus le type sur son scooter. Léo est resté silencieux, a fermé lentement la brochure. Et si je me bloque sur scène? Le public attendra. Ils veulent t'entendre, toi. Pas un discours préparé. Cet après-midi-là, le centre s'est vidé plus tôt. Il pleuvait. Une pluie fine, persistante. Élise fermait à clé la dernière salle quand elle a vu Léo, toujours assis à la réception, regardant son téléphone. « Tu n'es pas rentré? Je n'en avais pas envie !» a-t-il répondu sans lever les yeux. Elle a rangé ses clés, s'est assise à côté de lui, sur un vieux banc en bois. La vidéo de l'humoriste a été retirée aujourd'hui. Pour harcèlement, vraiment, vraiment. Quelqu'un a signalé avec des preuves. Ce n'est pas moi, a dit Léo rapidement. Je sais. Pause. Mais si ça avait été le cas, tu aurais bien fait. Tu as le droit de te protéger. Il l'a regardé pour la première fois de la soirée. Pourquoi tu fais ça? Ça quoi? T'impliquer autant? Elle a réfléchi avant de répondre. Parce que personne ne s'est impliqué pour moi quand j'en avais besoin. Mon frère avait 22 ans. Il a eu un accident de moto. Il est devenu paraplégique.
Les 3 premiers mois, on a tout essayé. Psychologue, rééducation, spiritualité. Et après, il a arrêté d'essayer. Il s'est enfermé dans sa chambre et, un jour, il n'en est tout simplement plus sorti. Léo n'a rien dit. Il a juste écouté. Élise l'a regardé avec fermeté. Quand j'ai vu ta première vidéo, Léo, je me suis vu moi. J'ai vu mon frère dans ta douleur, mais surtout, j'ai vu la part de lui qui voulait encore vivre. Et c'est ça qui m'a connecté à toi. Silence. Léo a baissé la tête, puis l'a relevée, lentement. Je ne savais pas. Personne ne le savait. Je n'en ai jamais parlé ici. Oh, pourquoi? Parce que ça faisait trop mal. Mais maintenant, c'est différent. Quelques jours plus tard, Léo et Élise ont fait la route ensemble pour l'événement universitaire. 3 heures de trajet. Un arrêt pour un café à mi-chemin. Léo n'était pas habitué au voyage, encore moins aux voyages accompagnés. Elle conduisait avec calme. La musique dans la voiture était douce. Du jazz instrumental. Je ne savais pas que tu aimais ça. Le jazz, le silence, a-t-il souri. C'est le seul son qui respecte la douleur. Il ne force rien. Il accompagne, c'est tout. À l'université, ils ont été accueillis par des étudiants portant des t-shirts avec des phrases comme « Être un homme, c'est se survivre à soi-même ». Léo s'est arrêté, regardant la scène. « C'est toi qui as écrit ça ?» a-t-il demandé. « Je l'ai suggéré », a répondu Élise, fière. La salle était pleine. 100 de personnes. Léo a été présenté par une professeure émue. Il est monté sur scène sans aucune note à la main. Le micro a grésillé. Tout le monde s'est tu. Je ne suis pas venu ici pour parler de ce que j'ai perdu. Je suis venu ici pour parler de ce que j'ai découvert. Après, il a raconté avec simplicité son histoire. Les larmes, les moqueries, les nuits silencieuses et le moment exact où, seul, il a décidé de ne pas en finir. Quand il a terminé, personne n'a applaudi tout de suite. Ce n'est qu'après une seconde, cette seconde où le monde semble retenir son souffle, que le public a explosé en applaudissements. Élise, debout au fond de la salle, applaudissait aussi, mais les yeux mouillés. Au retour, la voiture est tombée en panne sur un tronçon d'autoroute entre 2 villes. Léo, déjà fatigué, est sorti et a commencé à pousser avec elle. « Tu penses que ça va marcher ?» a-t-il demandé en sueur. « Je ne sais pas, mais te voir pousser comme ça, c'est beau à voir. » Il a ri. « Ça fait longtemps que personne ne m'a fait un compliment comme ça. » Elle s'est arrêtée. « Alors, habitue-toi. » Ils ont ri tous les deux. La voiture a démarré en cahotant. Elle est retournée au volant. Il est resté là, immobile. « Monte vite, avant qu'il ne se remette à pleuvoir !» a-t-elle crié, la vitre baissée. Léo est monté. Silence pendant quelques secondes. « Merci !» a-t-il dit. « Pourquoi ?»« De me faire sentir normal. » Elle a tourné le visage. « Tu n'es pas normal, Léo. Tu es bien mieux que ça. » Leurs regards se sont croisés un instant de trop. Mais personne n'a rien dit. De retour au centre, une surprise les attendait. Une enveloppe. Invitation à un congrès international de rééducation à Buenos Aires. Le nom de Léo était mis en avant comme conférencier invité. Il a regardé Élise, sous le choc. « C'est vrai ? Oui. Je ne parle pas espagnol. Tu apprendras. » Léo a souri. « Tu viens avec moi ?» Elle a hésité. « Si tu veux. » « Je veux. » Silence. Mais c'était le genre de silence qui n'était pas lourd. C'était le genre qui apportait la paix. Cette nuit-là, Léo a ouvert son ordinateur, a commencé à écrire sa nouvelle conférence. Mais pour la première fois, il n'a pas commencé en racontant le tir. Il a commencé en racontant le jour où il a rencontré quelqu'un qui l'a vu dans son intégralité. Le scooter était là, appuyé contre le mur du fond du garage, recouvert d'une bâche bleue délavée par le temps. Léo est resté immobile devant pendant quelques secondes. C'était le même scooter qu'il utilisait pour aller chercher Chloé à la fac. Le même qui l'avait emmené à tant de livraisons, de gardes, de promesses. C'est avec lui qu'il l'avait emmené le soir de l'agression, et il n'y avait plus jamais touché, jusqu'à maintenant. « Tu es sûr de toi ?» a demandé Élise avec une expression soucieuse. Léo a hoché la tête. « Ce scooter, c'est plus qu'un véhicule. C'était la part de moi que je croyais devoir avoir pour être un homme. Et maintenant je sais qu'il m'a amené jusqu'ici, mais il ne peut pas m'emmener plus loin. Il a posté une annonce dans un groupe local. Scooter 125 5 3, bon état, première main, papiers en règle, valeur 1 500 €.
Les messages ont commencé à arriver le jour même. 2 acheteurs sérieux. L'un d'eux est venu voir le scooter. « Et pourquoi tu le vends, mon pote ?» a demandé le jeune homme en inspectant le moteur. Léo a répondu directement « C'est pour financer une opération de reconstruction. » L'homme n'a plus posé de questions. A payé comptant. Avec l'argent en main, Léo a pris rendez-vous pour une évaluation avec un chirurgien spécialiste en reconstruction génitale. La consultation était à Paris, 3 heures de train. Élise l'a accompagné. « Lui, tu es serein ?» a-t-elle demandé alors que le train filait à travers la campagne. « Non, mais je suis prêt. » Elle lui a pris la main, fermement, et ne l'a pas lâché jusqu'à leur arrivée. La clinique était moderne, silencieuse, d'un blanc immaculé. Le médecin était jeune, direct mais humain. « Votre cas est complexe. Mais oui, il est possible de faire une reconstruction avec un implant pénien. Le processus est long. 3 étapes. Coût total, environ 15 000 €. Mais 15 000, a répété Léo. C'est ça, en incluant les prothèses, les hospitalisations et la rééducation. Léo a hoché la tête, respirant profondément. J'en ai 1500. Le médecin a souri. Alors commençons avec ce que nous avons. En sortant de la clinique, Léo semblait léger, jusqu'à ce qu'il voie la notification sur son téléphone. Une nouvelle publication de Lucas. Photo dans un restaurant élégant. Lucas en costume. Chloé en robe claire, souriante. Légende, officiellement nous. Léo s'est figé. Élise a vu l'écran par-dessus son épaule. Tu veux en parler? Non. Tu veux crier? Non plus. Il a simplement rangé le téléphone dans sa poche. On rentre à la maison? Je veux aller de l'avant. De retour chez lui, il est entré dans sa chambre, s'est assis au bord du lit, a respiré, a ouvert le tiroir de la commode, en a sorti une boîte en carton. À l'intérieur, quelques vieilles photos avec Chloé. Des lettres, des mots doux, un flacon de parfum à moitié vide. Il a tout pris, est descendu dans le petit jardin, a allumé le feu dans le barbecue, y a jeté chaque objet, un par un, pas avec colère, mais avec une sorte de nouvelle paix. Le lendemain, il a posté une courte vidéo. J'ai vendu mon scooter. J'ai payé la première étape de mon opération. J'ai découvert que le passé n'est pas fait pour être porté. Il est fait pour être transformé. Des milliers de commentaires sont arrivés, mais un en particulier l'a touché. Je suis trans, j'ai perdu ma famille, mon nom, mon corps d'origine. J'ai commencé à me reconstruire. Te voir parler avec cette clarté m'a fait me sentir moins monstrueux. Merci. Léo a répondu, « Tu es ce qui survit, pas ce qui t'a été enlevé. » 2 semaines plus tard, la première étape de la chirurgie a été programmée. Prélèvement de tissu pour reconstruire la base. Léo a passé 3 jours à l'hôpital. Élise a dormi sur la chaise à côté de son lit. « Oh, tu n'étais pas obligé de rester. »« Si, j'en avais besoin, pour moi. » Il a souri, allongé. « Tout ça semble encore irréel. Ce qui est irréel, c'est que tu penses ne pas mériter ça. » À sa sortie, le médecin lui a remis une enveloppe avec des instructions et des soins à suivre. « Votre rétablissement dépend à 80% de vous. » Léo a hoché la tête. En sortant, il a vu un petit garçon dans le couloir, avec son père. Le garçon portait une sonde et semblait mal à l'aise. Léo lui a fait un signe de la main. Le père l'a reconnu. « Vous êtes le type de la vidéo ?»« Oui, mon fils a vu votre témoignage. Lui aussi a perdu une partie de ses organes génitaux à cause d'un cancer rare. » Léo s'est approché. « Et comment tu vas ?» Le garçon a haussé les épaules. « J'ai peur, c'est normal. Mais ça passe. » « Vraiment ? Ça passe quand tu réalises que tu peux encore choisir qui tu vas être. » Le garçon a souri, timidement. Le père l'a remercié. Léo est parti la tête haute. À la maison, allongé, les points de suture encore frais, il a reçu un nouveau message. C'était Lucas. « J'ai vu que tu t'étais fait opérer. J'espère que tu te remets bien. » Sans ironie. Vraiment. Léo a réfléchi quelques secondes et a répondu « Merci, je vous souhaite la paix. » Puis il a archivé la conversation. Pour toujours. Le soir, face au miroir, Léo a enlevé sa chemise, a regardé le pansement.
puis s'est regardé lui-même. Les marques ne lui faisaient plus honte. Chaque cicatrice racontait une histoire. Et lui, enfin, était aux commandes du récit. Il a pris son téléphone, a commencé à enregistrer. Un jour, j'ai tout perdu. Aujourd'hui, je construis quelque chose de nouveau. Et peut-être que je ne me suis jamais senti aussi complet. Il l'a posté, sans filtre, sans montage. La vérité, brute, comme toujours. Quelques heures plus tard, quelqu'un a commenté « Tu n'inspires pas seulement ceux qui ont perdu quelque chose, tu enseignes à ceux qui n'ont pas encore compris ce que c'est que de vivre. » Léo a lu, a fermé les yeux, et s'est endormi avec la conscience tranquille, comme rarement dans sa vie. Le centre était plus bondé que jamais. Des affiches sur les murs annonçaient « Première rencontre de la reconstruction masculine. Quand le corps est blessé, mais l'homme résiste. » Léo allait et venait, un presse-papier à la main. La cicatrisation de son opération se passait bien, il portait des vêtements amples et se déplaçait avec assurance. Élise organisait les badges d'identification. « Tu as préparé ton discours d'ouverture ?»« Pas encore, » a dit Léo. « Manque d'inspiration. Non, je n'arrive pas encore à croire que c'est moi qui vais parler. » Elle s'est arrêtée, l'a regardé dans les yeux. « Tu ne vas pas parler pour toi. Tu vas parler pour tous ceux qui ne le peuvent pas. » En coulisses, 3 hommes se préparaient à monter sur scène avec Léo. Chacun d'eux avait subi une amputation génitale pour des raisons différentes. Cancer, accident du travail, agression violente. Ils seraient les premiers en France à en parler publiquement, ensemble, sans honte. « Je me demande encore si je vais vraiment y aller, » a dit Antoine, 41 ans, ancien métallurgiste. « Je tremble, » a dit Paul, 26 ans, qui avait tenté de se suicider un an auparavant. Et s'ils se moquent de nous, Léo s'est approché, s'est assis avec eux. S'ils rient, on attendra, et on continuera. Mais si on reste silencieux, c'est comme si on disait qu'on a honte, et je me suis caché bien trop longtemps. Silence. Un par un, ils ont hoché la tête. Quelques heures plus tard, l'auditorium était plein à craquer. Plus de 200 personnes assises. Journalistes, médecins, étudiants, survivants. Le maître de cérémonie a annoncé « Avec vous, Léo Martin, fondateur de l'initiative Hommes Entiers ». Applaudissements. Léo est monté lentement. Le micro était là, la lumière sur son visage. Il a regardé le public, a respiré. Élise était au premier rang, debout, bonsoir. Pendant très longtemps, j'ai cru que ce que j'avais perdu me rendait plus petit. Puis j'ai réalisé que c'était juste le début d'une autre façon d'exister. Il a raconté son histoire, sans fioriture, sans filtre. Puis il a appelé les 3 autres hommes sur scène. Eux aussi sont ici pour raconter ce que personne ne veut entendre, mais que tout le monde a besoin de savoir. Antoine a parlé de l'abandon de sa femme, Paul de ses pensées suicidaires, Rodrigo du fait d'avoir été licencié après son accident et d'avoir vécu 2 ans caché. Le public écoutait en silence. Une demi-heure plus tard, Léo est retourné au micro. Aujourd'hui, on ne veut pas d'applaudissements. On veut juste exister, de la manière dont on a pu continuer. Pause. Parce qu'exister, c'est déjà souvent une victoire. Le silence a été rompu par une standing ovation. Léo a regardé autour de lui, mais un visage parmi tous a attiré son attention. Tout au fond de l'auditorium, Chloé, debout, silencieuse, les yeux fixés sur lui. Après l'événement, Léo est allé en coulisses, le cœur battant la chamade. Les 3 autres hommes s'étreignaient et pleuraient avec leur famille. Élise est entrée dans la pièce. « Tu as vu ?»« J'ai vu. »« C'est elle ?»« C'est elle. » Pause. « Tu vas lui parler ?»« Pas maintenant. Tu en as besoin ?»« Non. »« Ça a juste fait mal ?»« Pas autant que je l'imaginais. » Plus tard, dans la cour extérieure, Chloé l'a abordé. « Tu es devenu tout ça, Léo. Et toi, pourquoi tu es là ? » ?»« Je ne sais pas. Je voulais te voir, t'entendre, et peut-être m'excuser. Tu es excusé. » Elle a semblé surprise. « C'est tout ? Je ne te garde plus de place en moi, Chloé. » Silence. « Tu sembles être un autre homme. »« Non, je suis juste plus proche de moi-même. » Elle a hoché la tête. « J'espère que tu seras heureux. » « Je le suis déjà. » Chloé a tourné les talons et est partie. Et cette fois,
Léo n'a pas regardé en arrière. Le lendemain matin, le journal local titrait « Pour la première fois, des hommes ayant subi des amputations génitales sont montés ensemble sur scène et ont ému le public. Leur courage ouvre la voie à la fin du silence sur la masculinité et le traumatisme. » Un extrait du discours de Léo était mis en gras. La reconstruction la plus difficile n'est pas celle du corps, c'est celle de la dignité. Plus tard dans la journée, un jeune de 19 ans nommé Daniel est venu au centre. Léo l'a reconnu de la vidéo qu'il avait postée il y a des mois, demandant de l'aide. « Tu as réussi à venir. Je suis venu parce que t'entendre m'a donné du courage. Mais tu veux qu'on discute ? Je veux bien, mais seulement sur un banc comme ça, sans formalité. » Léo a souri. Ils se sont assis sur un banc dans le jardin. Daniel s'est confié. Il avait eu un accident avec un engin explosif dans un atelier clandestin. Il avait perdu une partie de son membre, s'était isolé, avait pensé à la mort. Mais les vidéos de Léo étaient la seule chose qui l'avait maintenu en vie. Léo a tout écouté, puis a simplement dit « Tu ne vas plus respirer seul. Ici, on prend notre souffle ensemble. » Daniel a pleuré. En fin de journée, Élise a trouvé Léo seul, regardant le coucher de soleil par la fenêtre du centre. La première victoire en équipe. Ouais. Et comment tu te sens? Comme si quelque chose à l'intérieur avait été recousu. Elle s'est approchée. Et maintenant, la douleur n'est plus seulement la mienne, ni la force. Elle lui a pris la main. Ils ont regardé ensemble le ciel, où le soleil plongeait derrière les arbres. Mais dans un coin de l'écran, une notification est apparue sur le téléphone de Léo. Invitation internationale confirmée. Destination Buenos Aires. Date dans 2 semaines. Conférence principale. Léo Martin. Thème reconstruction masculine post-traumatique. Il sourit. Élise lit par-dessus son épaule. Prêt? Maintenant, je crois que oui. Avez-vous déjà dû vous réinventer après avoir perdu tout ce que vous pensiez vous définir? Avez-vous déjà senti le monde vous tourner le dos, juste au moment où vous aviez le plus besoin d'être vu? Si une partie de cette histoire vous a vraiment touché, commentez ci-dessous avec un « oui ». Je veux savoir qu'il y a d'autres personnes qui ont ressenti cette boule dans la gorge aussi. La valise était ouverte sur le lit. Léo pliait chaque vêtement avec calme. Sur le bureau à côté, un petit drapeau français reposait à côté de son passeport. « Ça va bien se passer », a dit Élise, appuyée contre le cadre de la porte. « Je n'ai jamais voyagé à l'étranger. Tu n'étais jamais monté sur scène non plus. Tu as survécu aux deux. » Il a souri. Mais c'était un sourire mêlé de peur et de fierté. 2 semaines avant le congrès à Buenos Aires, Léo a reçu la confirmation. Vous serez le dernier à parler. Clôture de l'événement. Conférence principale. Il est resté silencieux pendant près d'1 minute, puis a répondu « J'accepte ». La semaine suivante, il a passé ses journées dans un silence créatif, n'a pas écrit une seule ligne de son discours. « Tu ne prépares rien ?» a demandé Élise. « Je suis encore en train de rassembler les morceaux. » « Quels morceaux ?» Il est resté silencieux, a pointé sa poitrine avec 2 doigts. Ceux-là. La nuit, dans le centre vide, Léo marchait seul dans les couloirs. Il s'est appuyé contre la porte de la salle où les 3 hommes de la rencontre s'étaient présentés des semaines auparavant. L'a ouverte doucement. Là, sur le tableau blanc, quelques mots étaient encore griffonnés. « J'ai survécu, homme entier. Ça fait mal, mais ça passe. » Il a regardé chaque mot, puis a sorti un marqueur de sa poche. A écrit en très grand « Et malgré tout, j'y suis allé. » Les jours suivants, il a répondu à des dizaines de messages, a soutenu de nouveaux patients, a enregistré de courtes vidéos sur la reconstruction émotionnelle, a rendu visite aux garçons qu'il avait rencontrés à l'hôpital, maintenant en rééducation. Daniel l'a serré fort dans ses bras. « Quand tu reviendras de ton voyage, je veux que tu m'emmènes au centre. Ce sera mon premier arrêt. » La veille du voyage, Lucas a envoyé un message. « J'ai entendu dire que tu vas représenter la France. Félicitations. Vraiment. J'aimerais pouvoir te le dire en personne. » Léo n'a pas répondu, mais ne l'a pas bloqué non plus. La nuit avant le vol, Élise lui a apporté une petite boîte. Un cadeau. Il l'a ouverte. C'était un porte-clés en métal. Au bout, un petit engrenage tournait librement. Et ça,
pour te rappeler que tu es toujours en mouvement. Même quand tu pensais être à l'arrêt, il a serré fermement le porte-clés, n'a rien dit. Mais ses yeux ont tout dit. Dans l'avion, Léo était assis côté hublot. C'était son premier vol. Les lumières de la ville ont disparu. Dans le reflet de la vitre, il s'est vu lui-même. Mais c'était un autre homme, moins en quête d'approbation. Plus en paix avec ses propres cicatrices. Buenos Aires, air frais, ciel dégagé. Un chauffeur attendait à l'aéroport avec une pancarte. « Monsieur Léo Martin, conférence internationale sur le traumatisme masculin. » Léo a échangé un regard avec Élise. « Je crois que maintenant, on ne peut plus faire marche arrière. » À l'hôtel, la chambre était immense. Du balcon, on pouvait voir une partie du théâtre Colomb. Il a enlevé ses chaussures, a marché jusqu'au balcon, a pris une profonde inspiration. Élise est arrivée quelques minutes plus tard, avec 2 cafés. Et maintenant j'écris. Tu es prêt? Je n'étais même pas prêt à survivre. Et j'ai survécu. Elle s'est assise à côté de lui. Alors vas-y. Quelques heures plus tard, sur le papier, les premières lignes sont apparues. Le corps peut être reconstruit. Mais l'âme doit être choisie à nouveau, chaque jour. Le jour de l'événement, le théâtre était plein. Des délégations de plus de 20 pays. Des hommes avec des béquilles, des prothèses, des marques visibles et invisibles. Élise l'a aidé à ajuster le micro-cravate sur sa chemise. « Tu te souviens de ce que tu as écrit ?»« Je me souviens. »« Alors, vas-y et livre-le. » Il a hoché la tête, a marché seul jusqu'aux coulisses. Là, le producteur de l'événement s'est approché. « Vous êtes Léo Martin ?»« Oui. Votre histoire est arrivée ici avant vous. La salle attend un homme qui s'est reconstruit. Et elle en trouvera un ? Oui. Elle l'a déjà trouvé. Le producteur est parti. Léo est resté seul, a fermé les yeux, a respiré. Et pour la première fois, il n'a pas ressenti de peur. Dans le public, parmi les médecins, les journalistes et les spécialistes, quelqu'un est entré en retard. Discrètement, Chloé, avec un badge différent. Traductrice française, invitée. Elle a cherché une place discrète au fond, et a vu, là sur scène, l'homme qui avait un jour pleuré pour elle. Maintenant, debout, le présentateur est monté sur scène. Mesdames et messieurs, pour clore notre conférence en direct de France, un survivant, un reconstructeur, un symbole, pose. Léo Martin. Applaudissements. Les lumières baissent. Le projecteur se fixe sur lui. Léo entre, tient le micro, regarde la foule, ouvre la bouche et fondu au noir. La scène était silencieuse. Les projecteurs étaient braqués sur un homme seul, sans notes, sans costume, chemise simple, jean, des cicatrices visibles sous le col. Des cicatrices invisibles, bien plus profondes, pulsant derrière ses yeux. Léo a tenu fermement le micro, a respiré. « Je m'appelle Léo Martin. Je suis français, survivant d'un traumatisme génital irréversible. Et, pendant très longtemps, j'ai cru que c'était la seule phrase qui me définirait pour le reste de ma vie. » Le public était silencieux. Mais ce que j'ai découvert, c'est que le monde prend plaisir à nous réduire les hommes à des fonctions, à des corps, à une puissance, à des membres, et quand l'un de ces éléments se brise, il pense qu'on s'est brisé avec. Pause. Léo marche lentement sur scène. Quand j'ai pris la balle, j'ai perdu des parties de mon corps. Mais ce qui a fait le plus mal, c'était l'absence de celle que j'aimais, de celle qui disait qu'elle me verrait à l'hôtel et qui n'a plus jamais osé me regarder dans les yeux. Chloé, au fond du public, déglutit. Personne ne la regarde, mais elle le sent. On m'a dit que je n'étais plus un homme, que je devais continuer en silence, que mon histoire était trop triste pour être partagée. Mais c'est quand j'ai commencé à la raconter que j'ai trouvé ma voix. Élise, sur le côté de la scène, regardait les yeux humides, mais fermes, comme toujours. Léo lève le menton. La première reconstruction que j'ai dû faire, ce n'était pas avec un scalpel, c'était avec de la dignité, avec du pardon, et avec chaque « oui » que j'ai dit, pour continuer à vivre. Le public reste attentif, personne ne touche à son téléphone. Le premier « oui », c'était quand j'ai enregistré une vidéo, seul, chez moi, avec la peur de devenir une blague.
Le deuxième quand j'ai vendu mon scooter, celui qui m'avait donné la liberté pendant des années, pour payer la première opération. Le troisième quand j'ai accepté de l'aide. Et le quatrième quand j'ai compris que ça ne me concernait pas seulement moi. Pause. Ça concernait tous les hommes qui souffrent en silence, parce qu'on leur a appris que ressentir, c'est de la faiblesse, que perdre, c'est échouer, que le traumatisme, c'est de la honte. Léo s'arrête au centre de la scène, place le micro sur son pied, ses mains libres parlent maintenant pour lui. J'ai appris qu'être un homme, c'est résister quand tout vous crie d'abandonner, c'est recommencer sans aucune garantie, c'est aimer ce qui reste, jusqu'à se sentir à nouveau complet. De discrets applaudissements commencent. Il lève une main. Pas encore. Il y a une dernière chose que je dois dire. Pour elle. Qui est ici? Qui m'a abandonné? Et qui est peut-être venu voir si j'étais toujours le même? Chloé se fige. Sa poitrine se soulève et s'abaisse plus rapidement. Je ne suis plus le même, Chloé. Et, heureusement. Toute la salle est remplie d'une tension contenue. Léo continue. Je t'ai aimé avec tout ce que j'avais, et quand il ne me restait plus rien, j'ai dû apprendre à m'aimer seul. Aujourd'hui, je te remercie, parce que ton absence m'a poussé au fond du trou, et là, j'ai trouvé mes racines. Pause. Je te pardonne, mais je ne reviendrai jamais à celui que j'étais avec toi. Chloé baisse le visage. Une larme coule, mais elle ne part pas, ne fuit pas. Elle écoute, entièrement. Léo reprend le micro. Et maintenant, je veux parler à ceux qui n'ont jamais été entendus, à l'homme qui a survécu à un cancer et qui a honte de se déshabiller, au garçon qui a eu un accident et ne s'est plus jamais regardé dans le miroir, au père dont le corps a été mutilé à la guerre et qui est rentré chez lui sans savoir comment serrer son fils dans ses bras. Pause. Vous êtes plus que ce qu'on vous a arraché. Vous êtes encore là, en train de respirer. Et ça, c'est déjà une révolution. Lentement, le public commence à se lever. Les gens applaudissent. Médecins, survivants, familles, des hommes de tous âges. Léo ferme les yeux, ressent. Pas comme quelqu'un qui attend une validation, mais comme quelqu'un qui reconnaît qu'il est arrivé de l'autre côté. Chloé, toujours debout, observe de loin. Sur le côté de la scène, Élise s'approche de lui tend une lettre. Sans un mot, il la regarde, l'ouvre doucement. C'est une enveloppe simple. À l'intérieur, une invitation. TEDx Paris 2026. Vous avez été nominé par vote populaire. Thème, reconstructions humaines. Il lève les yeux. Élise sourit. Tu es maintenant la voix qui te manquait à l'époque. Il la serre dans ses bras. Longuement, fermement, sans mots. La caméra s'élève doucement. D'en haut, on voit tout le public debout. Au fond, Chloé observe encore. Mais maintenant, différemment. Pas comme quelqu'un qui a perdu, mais comme quelqu'un qui a compris. Léo se dirige vers le centre de la scène, fait un geste de remerciement, regarde tout le monde et prononce la dernière phrase de la soirée. Quand on m'a dit que je n'étais plus un homme, j'ai choisi d'être humain, et ça, personne ne peut me l'enlever. Les applaudissements explosent, les appareils photo crépitent, la lumière baisse. À l'extérieur du théâtre, les journalistes s'agglutinaient. Micro, lumière, flash. Léo, un mot. Comment c'était de représenter la France? Quelle est la prochaine étape? Léo sourit, mais ses yeux cherchaient autre chose. Élise est sortie quelques secondes plus tard. Tout va bien? J'ai l'impression de m'être réveillé dans un endroit que je n'aurais jamais imaginé. Tu es arrivé là où beaucoup ne font que rêver. Et maintenant, je n'avais vu que jusqu'ici. Elle a posé une main sur son épaule. Maintenant, tu n'as plus besoin de marcher seul. À l'hôtel, la réception les a discrètement applaudis. Un employé a laissé un mot sur le comptoir. Merci. Mon frère a pleuré en écoutant votre discours. Il a aussi vécu un traumatisme et maintenant il veut vivre. Léo a plié soigneusement le papier et l'a mis dans sa poche. Il est monté dans sa chambre, s'est allongé sur le lit, a regardé le plafond. Mais le silence, qui était autrefois un refuge, était maintenant pesant. 3 jours plus tard, de retour en France, l'exposition était totale. Journaux, podcasts, invitations à la télévision.
Des entreprises voulaient sponsoriser son image. Une marque de vêtements adaptés lui a offert un contrat publicitaire. « Vous êtes devenu un symbole, Léo », a dit le responsable de l'entreprise. « Vous êtes le visage de la reconstruction, du retournement de situation. » Il a tout écouté, a hoché la tête. Mais quelque chose clochait. La nuit suivante, chez lui, il a reçu un appel. C'était Lucas. « J'ai tout vu. La conférence, les retombées. Félicitations, mec. Sérieusement. Tu es plus grand que ce que je pensais. » Léo est resté silencieux. Et Chloé? Elle était mal après la conférence. Elle était mal parce qu'elle a vu que le temps avait passé. Mais pas pour elle. Lucas a soupiré. « Tu nous pardonnes? C'est déjà fait. Mais je n'oublie pas. Tu n'as pas à le faire. Prends soin d'elle. Prends soin de toi aussi. Merci, Léo. Vraiment. » Léo a raccroché. Sans colère, sans précipitation. 2 jours plus tard, il était de retour au centre. C'était une matinée pluvieuse. Daniel, le garçon qu'il avait rencontré des mois auparavant, était assis dans le couloir. « Je pensais que tu ne reviendrais plus. Je reviens toujours. » Léo s'est assis à côté de lui. « Alors, j'ai eu ma première séance avec la psychologue. C'était horrible, mais c'était la première fois que je parlais de mon corps à quelqu'un. Et comment tu t'es senti? Comme si j'avais brisé un mur. Bon signe. » Au milieu de la conversation, une bénévole est apparue avec une boîte. « Léo, ça vient d'arriver pour toi. » C'était une simple boîte en carton. Il l'a ouverte. À l'intérieur, une enveloppe avec un sceau officiel du gouvernement, une lettre. « Vous avez été sélectionné pour intégrer la Commission nationale sur la santé masculine post-traumatique. Votre rôle sera d'agir en tant que conseiller et représentant des victimes civiles. » Léo a fixé le papier. « C'est sérieux. » Élise est apparue à la porte, très sérieux. « Ils te veulent là-bas, pour parler avec les ministres, avec les législateurs. Et tu penses que je devrais? Je pense que le garçon que tu étais t'a déjà amené jusqu'ici. Maintenant, c'est à ton tour d'emmener les autres. » Cette nuit-là, Léo a refusé le contrat avec la marque de vêtements et a posté une vidéo simple. « Je ne suis pas un produit, je suis juste un homme qui essaie de rendre le chemin un peu plus facile pour ceux qui viennent après. Ne me suivez pas pour la célébrité. Suivez-moi si ce que je dis vous aide à sortir du lit. Sinon, ce n'est pas grave non plus. La vidéo est devenue virale. » Mais il n'a répondu à personne ce jour-là, a éteint son téléphone, est allé marcher, seul, dans la rue où tout a commencé. Il s'est arrêté devant l'ancienne place, la même que le soir de l'agression. Tout était différent. Les lampadaires avaient été changés, de nouveaux bancs, un nouveau pavage, mais l'endroit exact où il était tombé était toujours là. Par terre, près d'un arbre, il s'est agenouillé, a touché le sol humide avec la paume de sa main, a fermé les yeux, a respiré profondément. « Tu portes encore ça en toi ?» Une voix derrière lui. Chloé, seule, manteau clair, yeux rouges. « Je ne le porte plus. Je suis juste venu le déposer pour de bon. » Elle a hoché la tête. « Je ne me suis jamais vraiment excusé. Et peut-être que je n'aurai jamais le courage de mériter ton pardon. » Léo s'est relevé, l'a regardé. « Tu n'as pas besoin de mon pardon pour avancer. Tu as juste besoin de décider d'arrêter de fuir ce que tu as perdu. » Elle a essayé de sourire. « Tu as tellement changé. J'ai dû. » Et Élise, elle ne m'a pas complété. Elle m'a accueilli. Elle m'a vu. Elle m'a aidé à me voir, moi aussi. Chloé a baissé le regard. « J'avais peur de ce que tu étais devenu, mais aujourd'hui, j'ai vu que c'était juste la peur de ce que je n'ai jamais été capable d'être. » Léo n'a pas répondu. Elle a tendu la main. « Je peux te prendre dans mes bras ?» Il a hésité, puis a marché vers elle, l'a étreinte, brièvement, respectueusement, et s'est éloigné. « Prends soin de toi. » Elle a hoché la tête et est partie. Cette fois, sans promesse, sans retour. La semaine suivante, Léo a gravi pour la première fois les marches de l'Assemblée nationale, pas en tant que politicien, pas en tant que victime, mais en tant qu'homme entier. Élise regardait depuis les tribunes, Daniel à côté d'elle. Léo s'est positionné au pupitre, a regardé devant lui et a dit « Je m'appelle Léo Martin, et aujourd'hui, je ne parle pas seulement pour moi. Je parle pour ceux qui n'ont pas encore le courage d'élever la voix, pour la douleur qui fait taire,
pour la honte qui paralyse, pour le silence qui tue. Pause. Et je parle parce que survivre ne me suffit plus. Maintenant, je veux transformer. La salle est restée silencieuse, jusqu'à ce que le premier député se lève, puis un autre, et un autre. Applaudissements. Léo n'a pas souri, mais ses yeux brillaient. C'était la fin de l'après-midi à Paris. Le ciel teinté d'orange touchait les vitres du bureau où Léo travaillait maintenant. Un petit bureau discret, mais avec vue sur le bâtiment du ministère de la Santé. Au mur, un simple cadre, Hommes entiers, Centre national de soutien et de reconstruction. Léo organisait les documents pour la prochaine audition publique. À côté, Daniel remplissait des fiches d'accueil pour les nouveaux participants. T'as remarqué que cette pièce devient plus silencieuse quand on arrête de vouloir prouver quelque chose ? A commenté le garçon en souriant. Léo a souri en retour. Tu sais ce que c'est ? C'est qu'on a compris que ce qui doit être dit ne crie pas. Ça persiste. La semaine précédente, le centre avait reçu sa première subvention publique. Formation, atelier, soutien psychologique, kinésithérapie. Maintenant, gratuitement pour les hommes en situation de précarité. Élise avait pris la direction de l'équipe clinique. Elle se déplaçait dans les couloirs avec un dossier à la main et un calme contagieux. « Nous avons 5 nouveaux patients qui arrivent demain », a-t-elle dit, s'asseyant à côté de Léo en fin de journée. « Et chacun d'eux est une nouvelle chance de recommencer, pour eux et pour nous aussi. » La même semaine, Léo est retourné dans le quartier où il a grandi. Cette fois, en tant qu'invité d'honneur à un événement de la mairie. Il allait parler à des jeunes en situation de risque. Sur la place où tout s'est passé, une petite scène avait été montée. Des anciens habitants étaient là. Certains silencieux, d'autres reconnaissants. Lucas est apparu parmi les invités. « Je suis juste venu écouter, Léo. Promis, tu peux rester? Tu m'as vraiment pardonné? Je te l'ai déjà dit. Mais maintenant, j'y crois. » Lucas a baissé les yeux. Et Chloé? Elle suit son propre chemin. On doit laisser les gens partir quand leur destin est ailleurs. Lucas a serré la main de Léo, sincèrement, humblement. Sur scène, Léo a raconté son histoire, sans fioriture, sans victimisation. Il a regardé dans les yeux les jeunes de banlieue, les fils d'ouvriers, ceux qui étaient déjà brisés de l'intérieur. Personne ne vous donnera la dignité sur un plateau. Mais vous pouvez choisir de ne pas y renoncer. Les applaudissements sont venus sans être forcés. Quelques étreintes après, un silence respectueux pendant et un message anonyme laissé par un des jeunes. « Merci de ne pas porter de costume, de ne pas te cacher. Je pensais que personne comme moi ne pouvait survivre. Maintenant, je pense que c'est possible. » Le mois suivant, le siège du centre a été agrandi. Une salle de plus, 2 professionnels de plus, et une bibliothèque avec des livres donnés, dont un avec le nom de Léo sur la couverture, vivant et entier. C'était le livre qu'il disait qu'il n'écrirait jamais, mais il était là, avec une dédicace sur la première page pour ceux qui pensaient ne pas mériter de continuer. Vous le méritez, et votre temps n'est pas encore écoulé. À la maison, Léo vivait maintenant dans un appartement simple mais lumineux. Sur l'étagère, des photos de moments importants. Au mur, un cadre avec la lettre de la Commission nationale de la santé. Et sur la commode, le porte-clés à engrenage qu'Élise lui avait donné. Un soir tranquille, ils dînaient ensemble. Daniel a dit qu'il allait commencer des études de kiné. Il suit tes pas. Il suit ce en quoi il croit, a-t-elle dit. Pause. Et toi? Tu es heureux? Léo l'a regardé, a pris sa main sur la table. Pour la première fois, je ne cherche pas à me trouver. Parce que maintenant, je sais où je suis. Elle a souri. Et c'est où? Ici. Elle a hoché la tête, fermement, comme toujours. Le samedi suivant, une visite inattendue. La mère de Léo a frappé à la porte, les yeux humides. Je voulais juste dire que j'ai toujours su, même sans comprendre, même avec la peur. Tu as toujours été entier pour moi. Il l'a serré dans ses bras, longuement, fortement. Merci, maman. Elle a regardé autour de l'appartement. Et cette jolie jeune femme? A-t-elle demandé en désignant Élise, qui sortait de la cuisine avec un plat. Cette jolie jeune femme m'a reconstruit sans scalpel, a répondu Léo en souriant. Tout le monde a ri. Et pour la première fois,
Ce foyer sentait la paix. Quelques semaines plus tard, Léo a été invité à une action sociale dans une autre région. Avant de partir, il est allé sur son balcon, à regarder la ville, les lumières, les gens, le va-et-vient de la vie, et s'est dit à voix basse, « Ce qu'on m'a pris ne définira pas ce que je vais laisser. » Il a mis son sac à dos, a descendu les escaliers, est sorti. La caméra le suit de dos. La lumière de fin de journée éblouissant l'objectif. 9 mois plus tard, l'aéroport de Lisbonne était bondé. Léo marchait d'un pas assuré, sac à dos, écouteurs aux oreilles. Sur l'écran de son téléphone, une notification clignotait « Conférence TEDx Europe, conférencier confirmé, Léo Martin ». De l'autre côté de l'appel vidéo, Élise souriait. « Tu es déjà en salle d'embarquement ?»« Oui, avec la boule au ventre comme toujours. »« Tu es prêt ?»« Non, mais je suis vivant. Et ça a toujours été plus important que d'être prêt. » Elle a souri. « Je serai là à ton retour, vas-y à fond. » Léo a raccroché, a respiré profondément. Sur l'écran de la porte, le numéro du vol clignotait. Destination, Francfort. Le centre occupait maintenant un immeuble entier. Nouvelle aile de rééducation. Plus de 70 patients actifs. Formation professionnelle. Groupe d'écoute pour jeunes et adultes. Daniel, maintenant stagiaire en kinésithérapie, guidait un nouvel arrivant dans la salle. Ça, c'est le banc du courage. C'est là que Léo a fait son premier accueil. S'asseoir là, c'est un peu comme un baptême. Ils ont ri tous les deux. Au mur, une phrase peinte en lettres fermes. La douleur m'a changé. Le choix m'a sauvé. Léo Martin. Dans un centre culturel en province, Lucas organisait un groupe de soutien pour les hommes en reconstruction. À la fin de la réunion, il distribuait une brochure avec le logo du centre. Si vous ne savez pas par où commencer, commencez par écouter quelqu'un qui est déjà tombé. Léo enseigne ça mieux que n'importe quel livre. La scène était grandiose. Lumière douce. Une foule internationale attendait. Léo a ajusté son micro, a regardé le public, a fait silence et a commencé. On m'a dit que j'avais perdu ce qui faisait de moi un homme, et pendant longtemps j'y ai cru. Pause. Jusqu'à ce que je comprenne qu'un homme, ce n'est pas ce qu'il possède, c'est ce qu'il refuse d'abandonner. La caméra s'élève. D'en haut, l'auditorium entier est debout. Léo, immobile au centre. Le son se coupe, et la phrase finale, en blanc sur fond noir. Entier est celui qui choisit de ne pas abandonner. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez un like en signe de respect pour tous ceux qui ont dû se reconstruire en silence. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? Je lis tout, je réponds avec attention, et je tiens à savoir qui marche à mes côtés. Si vous croyez qu'aucune douleur ne définit qui nous sommes, abonnez-vous à la chaîne. Ici, chaque histoire est une vérité vécue. Et ne partez pas tout de suite. Choisissez l'une des deux histoires que j'ai laissées à l'écran. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.